Bonsoir et bienvenue dans les aléas du direct. Aujourd'hui consacré au sport. Pas de Jean Bras, pas de Pierre-Paul Castelli, mais ce soir Jean Canella. Bah oui, Jean Canella. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont malades? Ils sont... Je sais pas, changement de climat apparemment. Changement de climat, oui. Absolument pas de quoi être pas. Bon. On reçoit monsieur Richard Descoux aussi, président et directeur du marathon de Montpellier. Exactement. Qui s'est déroulé il y a 2 semaines. Une semaine, dimanche dernier. Dimanche dernier, effectivement. Nadir El Fassi, vice-champion d'Europe en salle en 2011 de décathlon. Et aussi Bastien Mandroux, peut-être futur champion du monde en 2020 ou en 2016, on ne sait pas encore. Avant peut-être. Ouais, on ne sait jamais. Peut-être en relais, on ne sait pas encore, on en parlera tout à l'heure en tout cas. Et on va commencer par le marathon. Ça s'est plutôt bien passé, globalement. Oui, ça s'est même très très bien passé. La dernière fois qu'on s'était rencontrés dans ce même studio, j'avais un petit peu la crainte, comme tout organisateur, de savoir s'il allait faire beau, s'il y aurait du monde, s'il y aurait des volontaires, puisque c'était un petit peu le but d'ailleurs de l'émission. Appel aux volontaires. Et c'est vrai que certainement que l'appel que l'on a lancé ici et par la voix de d'autres médias a été très bien écouté, puisque sur le plan des volontaires, on a eu énormément de monde qui nous a rejoints un peu au dernier moment, donc c'était très difficile à organiser, mais enfin ils étaient là. Et puis, bon, 6000 coureurs sur le pavé de Montpellier, entre 15 et 20 000 coureurs, place de la... pardon, pas coureurs, mais 15 et 20 000 spectateurs et accompagnants sur la place de la Comédie. Un record. C'est un record, absolument, de fréquentation de masse à Montpellier. Je pense que c'est un record sur une journée. Sans compter ce qu'on a pu faire le samedi, c'est-à-dire faire courir 450 gamins sur l'esplanade du Corum. Et puis s'associer aussi au Resto du Cœur, auquel on a offert plus de 7 tonnes d'alimentation. Ah, pas que des œufs. Non, pas des œufs, non, c'était un peu dangereux. Non, mais des pâtes notamment, qui sont faites avec des œufs, et puis des conserves, voilà. D'accord, mais il y a eu tout de même quelques petits points négatifs. Le record pour les hommes a failli être battu par Habib Mesbar, mais il y a eu un souci d'aiguillage, il a perdu 600 mètres et on se dit, à quelques secondes près, il aurait pu le battre. Non, je veux rétablir la vérité. D'abord, les 2 premiers n'ont pas été mal aiguillés, c'est le 3e et le 4e qui ont été mal aiguillés, donc le premier n'a rien perdu du tout. Et puis, comme ça s'est passé à un endroit en fait qui est un 8, ils ont simplement fait le 8 en sens inverse des autres. Donc au niveau de la distance, il n'y a pas eu de problème. Maintenant que ça les ait perturbés, le 2e et le 3e, au point de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Certainement, c'est une des raisons pour laquelle on a classé le 3e et le 4e sur le même rang, en se disant comme ça sera sans discussion possible. Mais le premier et le second, il n'y a rien à dire. Je pense, en termes de chronomètre, effectivement, il y a 4 minutes de plus que l'année d'avant. Il y a eu un gros choc thermique également. Ouais. Il faisait très frais le matin, et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à 11h, 11h30, il faisait près de 27 degrés, 26, 27 degrés. Ça a pu jouer énormément sur le métabolisme des coureurs. Nous, on était à la foire, à l'apéro, donc ça... Oui, vous n'avez pas eu le choc thermique. C'était un autre choc, peut-être, mais pas thermique. Voilà. Donc ça se peut expliquer parce que d'un autre côté, on va nous rétorquer aussi que la première féminine, elle a battu le record. Ouais, effectivement. Donc, voilà. De choc thermique, elle l'a pas eu. Et non, elle l'a pas eu. Donc c'est peut-être pas la raison, tout simplement. C'est une question de chronométrage, après tout. On avait quand même 2 Kenyans de haut niveau qui n'ont pas terminé. Ouais. On peut aussi se poser la question que l'heure est-il arrivé. Enfin, ils sont arrivés quand même, on les a retrouvés, je veux dire. Mais ils n'ont pas perdu. Ils sont passés à la foire. Ils étaient à la foire. Ils sont pas arrivés. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire, un marathon, c'est jamais gagné d'avance, c'est jamais joué d'avance. C'est pas un 100 mètres. Un 100 mètres, on a quand même des chances d'arriver au bout. Un marathon, c'est très difficile et il peut y avoir des aléas tout au long du parcours. D'accord, mais donc j'imagine succès, mais succès qui en appelle d'autres. Vous êtes encore un peu plus ambitieux pour la suite. On a parlé d'un marathon qui rallierait la mer. Ouais. On en est exactement. Je reste sur l'idée, sur une idée qui nous trotte dans la tête depuis déjà pas mal, depuis qu'on a essayé de le mettre en place, mais là qui se conforte, c'est que Montpellier ne peut pas recevoir un marathon de 10 000 personnes. Dans l'état actuel des rues, dans l'état actuel des choses, c'est trop dangereux, ça ne sert pas à grand chose parce que c'est difficile à courir. Même s'il y a un succès populaire dans le relais, ça il restera. Mais il faut absolument avoir une épreuve maintenant qui allie le confort du coureur et le confort de l'organisateur, j'allais dire, parce que le confort du coureur, parce qu'il faut des grandes lignes droites sécurisées de manière à ce que les gens puissent faire des chronomètres. Donc il faut sortir de Montpellier, il faut faire une partie dans Montpellier, sortir et revenir. L'avenue de la mer. Oui, voilà, tout simplement. Il faut partir par Antigone et puis filer devant le conseil régional, les Bordulaises et puis voilà. Et ça va être, je pense, grandiose.
Mais il faut garder le cœur de Montpellier pour départ et l'arrivée. Ça me semble intéressant. Et puis le confort de l'organisateur, parce que on n'arrive plus à sécuriser les rues. Des milliers de barrières, on est encore en train de les ramasser aujourd'hui. 1200 cônes de circulation. Ça pose énormément de problèmes. Donc le tracé, il y avait 40 km de rubalise quand même. Il faut les placer. Ce serait aller jusqu'à la mer et faire le retour, mais finir tout de même sur la Comédie. Oui. L'idée que moi, comme ça, 5 km dans Montpellier, on s'en va pendant 30 km, 15 allées, 15 retours, et on refait 5 km. Ou 6 pour que ça fasse 42. Voilà, ça serait très très bien. Et je pense que les coureurs seraient contents parce que c'est pas tout à fait un aller-retour, puisqu'il y aurait quand même à chaque fois une boucle au départ et à l'arrivée. Donc c'est moins monotone qu'un aller-retour, mais c'est très sécurisant et sécurisé. Donc le but, c'est d'atteindre le niveau de grands marathons comme celui de New York ou... Non, enfin, le but, c'est déjà, à mon avis, un marathon crédible, c'est un marathon qui se court en moins de 2h20. Voilà, ça, on commence pour les garçons et en moins de 2h40 pour les filles. Donc ça je pense qu'on l'aura. Inévitablement, aller chercher des Paris, des New York, non, on n'ira jamais à 35 000 personnes. Mais quand on voit qu'il y a 6 000 personnes qui courent là, entre le relais et le marathon, on peut très bien avoir 5 000 personnes sur le marathon et 5 000 personnes sur le relais, et on fera courir 10 000 personnes, et voilà. Faut rester modeste. Montpellier ne peut pas avoir l'attraction qu'aura jamais New York ou Paris. Donc quand même, il fait beau, il passe à côté de la mer, ça peut être aussi des critères, ça peut être... Absolument. L'attirance de se dire, on va aller passer un week-end à la Méditerranée, on arrive le vendredi, on va à la mer, on court le dimanche en famille. Bon, bien sûr, celui qui veut faire 2h15 ou moins, lui, il va pas faire ça, mais c'est pas possible pour lui. Vous avez dit un jour, on va arriver aux 2 heures. Oui, on arrivera largement aux 2 heures, parce que je crois qu'il y a même des scientifiques étaient allés jusqu'à 1h40-45. Regarde, on est à 2h03, donc les 2 heures, ça va se faire peut-être l'année prochaine. Ouais. Ah, carrément, 2h42 km. Ouais. Ah oui, c'est sûr, ça fait moins de 3 minutes, enfin, ça fait aux alentours de 3 minutes au kilo. C'est jouable. C'est faisable. Finger in the nose. Et vous, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Décathlon? C'est jouable? Du marathon? Moins de 2 heures? Non. je serais moins optimiste. Peut-être pas l'année prochaine, mais c'est quelque chose vers quoi on tend. D'accord. C'est vrai que ce marathon aussi jette la lumière sur le club d'athlétisme de Montpellier, puisque vous êtes aussi au club d'athlétisme de Montpellier. Et vous, tous les deux, vous êtes vous au décathlon et vous au 400 mètres. Je sais que le club, on en parlait tout à l'heure, a réussi pas mal d'exploits cette année. Le jour même du marathon, vous aviez gratté des médailles. Voilà, l'idée c'était d'associer un grand club à Montpellier, que Montpellier n'avait pas, un grand club avec un grand événement, et puis d'essayer de faire émerger des athlètes de très haut niveau. Bon, le grand club, on est en train de le faire, c'est une longue édification, hein. C'est un long parcours, mais on est dans les 3 à 4 meilleurs clubs français. On a encore quand même de gros clubs à Paris qui seront durs à battre, mais c'est faisable. Le stade, super. Le stade est là. C'est un bon stade pour l'entraînement, pour faire de grandes compétitions, c'est quand même à revoir, mais c'est un bon stade pour l'entraînement. Oui. Le grand événement, c'est le marathon, et des athlètes de haut niveau, vous en avez déjà 2 ici. Un très très prometteur, en l'occurrence un junior qui a fait les championnats d'Europe, qui est un des meilleurs juniors en France et dont on reparlera vraisemblablement dans les années à venir. Et puis Nadir, que j'enterre pas, loin de là, qui est pas un vieux, mais qui est quand même un ancien. Qui est plus trop jeune. Qui est plus trop jeune, mais qui est un ancien et qui a encore des ambitions. Je pense que c'est quelqu'un qui peut encore viser 2016 et les Jeux Olympiques de Rio. Donc c'est le but pour vous, 2016 et les Jeux Olympiques? Vous commencez déjà par les championnats d'Europe à Zurich? Oui, exactement. Sinon, j'aurais déjà pris un billet d'avion et fait le tour du monde. Non, le projet reste plein. C'est les Jeux Olympiques, comme pour tout athlète qui a envie de faire du haut niveau, rêvera des Jeux Olympiques. Moi, j'ai déjà loupé 2 fois. Il me reste encore une chance et je compte la saisir. Mais c'est une étape à long terme. Disons que un peu comme Bastien, on en a discuté tout à l'heure. C'est step by step. Enfin, c'est étape par étape. C'est de l'anglais. Championnat d'Europe. Ouais, je suis bilingue. D'accord, mais vous êtes déjà vice-champion d'Europe en salle. Donc, voilà. A priori, le plein air, c'est un peu le step by step, si j'ai bien compris. C'est vrai que c'est l'étape d'après. En plein air, j'ai déjà fait quasiment toutes les compétitions que j'ai rêvé faire étant jeune. Je fais les championnats d'Europe, les championnats du monde. À mon palmarès, il me reste la participation aux Jeux Olympiques. J'ai déjà fait une médaille internationale. Il y a des choses que, voilà, maintenant, pour moi et pour mon sport, en l'occurrence, c'est passer par les Jeux Olympiques. Décathlon, hétathlon. Alors, en plein air, c'est le décathlon. Et en salle, c'est l'heptathlon. Parce que, pour des raisons techniques, le disque et le javelot en salle, ça reste assez compliqué. Oui, Et du coup, quels sont vos objectifs alors pour Zurich?
Pour cette année, ouais. Zurich, déjà faut y aller. C'est le plus compliqué. Il faut passer par 22h56. Déjà, faut y aller. Il y a une épreuve de sélection qui est assez intraitable. Il y a des minima à faire. On les fait, on y va. On les fait pas, on n'y va pas. Point. Et on a beau être très très bon sur le papier, si le jour J on n'est pas présent pour faire les minima, on le regarde à la télé comme tout le monde. Donc ça va faire partie des jeux de l'athlétisme et on se prépare pour ça intensément depuis septembre. Mais Bastien aussi, j'imagine que c'est pareil. Commencez déjà par y arriver à Zurich. Oui, on va essayer d'y arriver déjà, individuellement, mais là, pour le moment, je pense que cet été sera plus pour le 4x4, par équipe, et après, comme il a dit, par étapes, essayer de gravir les étapes, et par étapes. Donc pour l'instant, toi, tu es en junior? Oui, je passe espoir cette année. C'est dur, hein, c'est le 400. Oui, c'est très dur. C'est une belle épreuve, c'est une des plus belles épreuves de l'athlétisme. Et pourquoi tu as choisi le 400? Pourquoi pas, tu me dis, mais en fait, quand je suis arrivé à l'athlé, j'ai commencé par le 800. Et j'avais plus d'explosivité. Donc on a descendu, on est passé sur 400. Et sur 400, ça a marché, donc on a continué. Ah voilà, c'est un moment, on le sent. J'imagine qu'un jour, tu vas couper le cordon avec tes potes et y aller tout seul. Oui, après, c'est pareil. Comme il a dit, c'est un rêve les JO. Tout athlète rêve des JO, donc on va espérer. Il y a une histoire avec Richard, je viens de m'en rappeler maintenant. Il y a quelques années, il était DTN de l'équipe de France. Ouais. Et c'est l'année des Jeux Olympiques, je crois, à Sydney, à Sydney, où les Marie-Josée Pérec, tu peux nous rappeler, tu savais pas ça, hein? Non. Hein? C'est pas des souvenirs que j'aime faire remonter. Oui. Merci d'avoir plombé l'ambiance. Bon, allez, je suis un DTN historique, c'est-à-dire que je suis revenu des Jeux Olympiques avec 0 médaille. Voilà, parce que on en a regagné sur le tapis vert quand même avec la disqualification de Marion Jones. Donc c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'on a eu des malheurs. On a eu Jean Galfione qui fait un pneumothorax avant d'aller à Sydney. On a eu Stéphane Diagana qui se blesse juste avant de venir faire ses séries. On a eu Eunice Barber qui se blesse après la 2e ou 3e épreuve de son hepta et qui ne veut pas continuer. Et puis voilà, j'ai eu une fin de carrière simultanée avec Pérec assez difficile puisque je n'ai pas bien compris sa manière de gérer sa fin de carrière. Mais là, rien de ça. Et en plus, je pense que c'était quelqu'un de très très perturbé qui n'était pas prête à faire ses jeux, mais bon, poussée médiatique, poussée des sponsors, voilà. Et puis les Australiens l'attendaient, quoi, avec Freeman, ils ont tout fait pour la déstabiliser. Et ben ils ont réussi. Mais bon, elle n'a pas eu la sagesse de venir se mettre dans le cocon de l'équipe de France qui l'aurait protégée. Elle a préféré rester toute seule dans son coin, protégée par son sponsor, enfin soi-disant, puisqu'il l'a quand même mis dans l'hôtel des journalistes. Hein. Donc c'est un peu dur. Et voilà. Et elle est partie la veille. Elle est partie la veille de son épreuve. J'ai toujours ses dossards en souvenir. Ah, tu as gardé. Ouais. Elle est pour partir au final. Non, mais c'est une belle histoire. Mais bon, oui, c'est dommage parce que c'est une fin de carrière pour elle qu'elle ne méritait pas. J'apprécie énormément l'athlète. Et j'ai lu qu'elle voulait faire du marathon là aujourd'hui. Oui, je crois qu'elle va faire le marathon de New York. Elle se prépare. Il paraît qu'elle est très affûtée déjà. On m'a demandé ce que j'en pensais. Je pense qu'elle a des qualités pour le faire et surtout mentales. Ces tendons résisteront-ils aux 42 km de bitume? C'est autre chose. Les tendons. Les tendons, m'en parlez pas. On va pas s'étendre là-dessus. L'invitation est lancée pour Montpellier. Moi, j'ai rien contre Marie-Jo Pérec. Hein. C'est du passé. On s'est dit. Elle a fait comme elle me dit, je fais mon business. Je dis, moi, je fais le mien. Voilà. Chacun, dans son rôle de sélectionneur, il faut tenir sa place. Bon, les deux jeunes, alors qu'on est en face aussi, il faut quand même parler d'eux au bout d'un moment. Les deux jeunes, Pérec, c'est le passé, moi aussi, largement. Donc, l'avenir, c'est eux, c'est surtout Sébastien. Vous me disiez tout à l'heure que vous le verriez bien au championnat du monde et peut-être même au JO. Oui, bien sûr. Je pense qu'il a toutes les qualités, les temps qu'il a fait à l'heure actuelle. Bon, alors attendez, parce qu'il faut l'enregistrer, ça. Les temps qu'il a fait cette saison et ce qu'il a prouvé surtout dans la manière de courir. Parce que c'est pas tellement le chrono qui m'impressionne, c'est le caractère, c'est la manière de courir. Bon, c'est un garçon qui d'abord, qui n'a pas peur de s'entraîner très dur, qui a une certaine hérédité quand même, parce que son papa était un des meilleurs décathloniens français, il ne faut pas l'oublier. Très bon sur 400. Et très bon sur 400 mètres dans cette discipline. Sa mère n'est pas maire de Montpellier. Et je pense qu'il a tout pour aller loin. Simplement, ce que je lui dis, t'as le temps, vas-y doucement. Effectivement, joue les places au relais. Bon, il n'y a pas de grand rendez-vous cette année pour lui en Espoir 1. C'est pas grave. Entraîne-toi, prends le temps d'arriver. Tu arriveras plus loin. Prendre le temps d'arriver. Nous, on est arrivés à la fin de l'émission. Sans blague. Ouais, déjà, ouais. Non, mais c'était intéressant, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir suivis. Je vais lancer le Café des Sports préparé par Midi Libre. Merci beaucoup et à demain.
Salut à tous et heureux de vous retrouver au Café des Sports sur midilibre.fr, mais également sur TV Sud tous les lundis soirs à partir de 20h45, une chaîne de la TNT, Canal 31. Nous allons parler de sport, bien sûr, vous êtes habitués, avec cette semaine Jean-Michel Isoard à gauche et à ma droite Patrice Espinas. J'ai rendu ça. Oui, alors donc, il a suffi effectivement pour que je parte. Alors c'est le bazar dans le sport montpelliérain ou quoi? Voilà. Et puis j'ai envie aussi de dire dans le sport français, parce que dis donc, ce qu'a déclaré... Il est privé de congé pendant un an. Oui, ce qu'a déclaré Evra, c'est quand même quelque chose. Alors, on rappelle que le foot a perdu à domicile face à Lille, que le rugby va pas très bien parce qu'il a perdu également à domicile face à l'Ulster, c'était en Coupe d'Europe. Et alors Evra qui pète les plombs. On commence par quoi? Patrice, Jean-Mi, c'est vous qui choisissez. Allez, on parlait des défaites de foot et du rugby, on va pas les mettre sur le même pied d'égalité quand même. Alors. Parce que j'ai vu les deux et effectivement, j'ai trouvé un match intéressant à la Mosson. J'ai trouvé dans l'animation du jeu, malgré la défaite, Montpellier avait produit des choses intéressantes. Bah, c'est surtout alors qu'effectivement, les rugbymen, se sont bien vautrés, ont affiché des limites techniques, tactiques, non-adaptation à l'arbitrage, non-adaptation au jeu d'adversaire. Alors, inquiétante, voilà. Non-adaptation à l'arbitrage, on l'avait déjà constaté à Trévise. Davantage inquiet par la prestation des rugbymen que par... Parce que justement, le rugby avec le blé qu'il a mis moi à l'Altrad, pour a priori jouer le titre champion de France, est-ce que ça veut dire que ils ne vont pas pouvoir jouer le titre champion de France vu qu'ils n'arrivent pas à exister en Coupe d'Europe dès que l'équipe en face meilleure? Quel était l'objectif? Alors quel était l'objectif? La Coupe d'Europe, le top 14, les deux bons capitaines? L'idée c'est que ce club continue à croître et donc après avoir fait un quart de finale à l'extérieur en Coupe d'Europe et un championnat, l'idée était cette année de se qualifier un championnat et un Coupe d'Europe, mais de recevoir. Ouais, non, un peu mieux au moins. En fait, là, ils vont le faire à la maison, à la télé, je pense. Là, ils vont le faire à la télé, parce que c'est mal barré. On rappelle, Montpellier a manqué le bonus offensif à Trévise, et on s'aperçoit que c'était quand même important de l'avoir, ce bonus-là. Oui. D'autant qu'il y a une défaite, donc, à suivre. Il y a eu une défaite à suivre à domicile. Donc, alors, petite victoire à Trévise, défaite à domicile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier? Non, mais c'est pour exister. Pour se qualifier, donc, il faut aller gagner à Ulster. Oui, c'est pas évident. Il faut gagner tous les matchs. Quasiment, parce que même en gagnant à Leicester, tu ne finiras certainement pas premier, tu ne finirais que second. Donc il faut se qualifier, faut être parmi les meilleurs seconds, parmi les deux meilleurs seconds pour se qualifier. Il y a qu'à mettre les échelles à la Coupe d'Europe et garder les autres pour le championnat. Alors est-ce que c'est un vrai problème de ne pas s'adapter à l'arbitrage? Est-ce que est-ce que c'est un défaut montpelliérain ou est-ce qu'on le constate chez les autres équipes françaises? C'est un problème, oui. On a vu que sur les terrains français, beaucoup de clubs se sont plaints d'être mal arbitrés par des dirigeants britanniques. C'est un problème vieux comme le monde en rugby. Mais je suis désolé. Oui, mais il y a plus de Français dans les équipes. Il y a des Australiens, des Néo-Zèdes, des Tongiens, des machins. C'est pas les mêmes que celui du top 14, donc il faut s'adapter. Et celui qui ne s'adapte pas, c'est un problème de maturité, c'est un problème de manque d'intelligence. Oui, mais alors est-ce que c'est pas un problème également de la Fédération internationale qui n'arrive pas à uniformiser l'arbitrage? C'est le seul sport où ça se passe. Mais c'est quand même incroyable, ça. Incompréhensible. L'évolution des règles fait que... Mais il n'y a personne qui peut dire, voilà, uniformisons l'arbitrage dans le monde entier. Enfin, il n'y a quand même pas... Le rugby est quand même pas un sport aussi universel pour ne pas pouvoir s'arranger. Il y a un organisme qui s'appelle l'IRB, qu'on appelle l'organe suprême du jeu, qui décrète... C'est suprême de dinde, là, parce que... Moi, les gars, mais moi, je n'y comprends rien. Voilà. Les règles tombent et les gens s'adaptent souvent comme ils peuvent. Donc, alors, carton jaune à l'IRB, de toute façon, je ne sais pas s'ils regardent le Café des Sports, ils s'en foutent un petit peu. Tu peux leur en mettre tous les je te dire, à mon avis, c'est toujours pareil. Enfin, moralité de l'histoire, de toute façon, le Montpellier rugby est mal barré en ce qui concerne la Coupe d'Europe. Heureusement, il y a le top 14, c'est peut-être ça le plus important. Oui. Et alors le football, alors là on parle ni de Coupe d'Europe, ni de titre de champion. Montpellier a perdu face à Lille, qui est l'équipe en forme du moment derrière le Paris Saint-Germain et Monaco. L'équipe en forme du moment, qui est l'équipe chanceuse du moment quand même, jamais d'ajouter, parce que quand on voit René Girard qui dit que la victoire est méritée, je pense qu'il est gentil René, mais bon, il nous a fait un peu de mauvaise foi, mais bon, ça, vite on en a l'habitude. Ça ne doit jamais arriver de perdre Montpellier, ça ne doit jamais arriver. Attends, alors Jean-Mi, tu arrives, tu es au courant de rien, de ce qui se passe en France, tu lis le journal et tu t'aperçois que Lille donc a marqué à la 4e minute et que, si j'ai bien lu, jusqu'à la 84e minute, tu n'es pas capable, si tu veux l'égaliser, et de marquer un but de plus. Tu as le pénalty, on le sait, manqué par Emi Cabella
Ça arrive. Voilà, non, mais ça, le penalty, ça y a pas de problème. Voilà. Ça fait quand même 2 fois cette saison après Rennes et Costil, où le gardien adverse, notamment Enyama, qui a été énorme, il faut être honnête. D'ailleurs, il a pris une note de 9 sur 10, je crois, dans l'équipe. Très bon gardien. De chapeau, je veux dire, le gars, il a été parfait. Qui s'affirme de match en match. En plus, il a été très bien parce qu'à la fin, c'est lui qui était les conditions de Cabella, donc je trouve que ce mec-là a vraiment des valeurs humaines, bravo. Donc c'est comme ça. Après, c'est vrai que il te manquait Montagno. Alors, cher Jonathan Chinian, il a fait ce qu'il a pu, mais il est gamin. Et face au monstre danois, là, qui aère, c'est une armoire à ce type. C'est vrai que c'était dur d'exister. Donc il a manqué plein de petits détails qui ont fait que Montpellier aurait mérité au moins le nul. Surtout un match de football commence à la première minute. Après, c'était un joli match de football. Un match de football commence à la première minute. Oui, mais voilà. Alors après, ça c'est le reproche qu'on peut lui faire. Bakar, il n'amène pas grand-chose offensivement. Et il y a un corner, il est censé prendre son défenseur et il ne le suit pas. Bon, est-ce qu'il y a le feu à la maison? Non. Parce que tu sais, on avait dit que ce match à Lille, c'était le match suite auquel on pourrait dresser un premier bilan. Ce match à ne pas perdre face à René Girard. N'oublions pas qu'ils ont battu Lyon 5 il y a 15 jours. Non, mais si tu veux, bon là tu es revenu dans la deuxième partie du championnat, je crois que tu es 11 ou 12e ce matin. Honnêtement, tu vas récupérer les blessés et les suspendus. Moi, je pense que tu vas faire une saison comme Nicolas l'espérait, c'est-à-dire tu vas être entre 8 et 10, quoi. Voilà. Le fond de jeu est bien meilleur qu'un début de saison. Ils avancent. Alors, comme en rugby, quand les absents vont revenir, parce qu'il y a des absents donc à Montpellier Foot et des absents à Montpellier Rugby qui coûtent cher. Ah ben oui, et là samedi et dimanche à Bordeaux, il va récupérer Montagno, le petit Sanson, Tiennet, il y a Saï qui a joué avec la réserve hier, même si c'est fait un peu mal. Tu vas revenir un peu à une équipe avec un choix. Pour l'instant, Fernandez, il n'a pas le choix. Les 18 joueurs qu'il avait sélectionnés pour le match de Lille, on les avait donnés, nous, depuis mardi, parce que il n'y avait pas d'autre choix. Donc, il a pris les 18 qui restaient. Et voilà, donc, non, ça va aller mieux. Moi, autant j'étais inquiet un mois de ça, autant comme dit Patrice, le fond de jeu est meilleur, l'ambiance est bonne. Moi, je pense qu'ils vont faire une saison moyenne. Voilà, tu penses qu'à Bordeaux, dimanche prochain, un petit nul, voire une victoire est possible, de toute façon. Tu penses qu'ils vont gagner. Bordeaux, ils souffrent. Bon, le calendrier de Montpellier, la semaine prochaine, rugby. Déplacement à Bayonne. Bayonne qui va pas très bien, mais enfin quand même toujours déplacement un petit peu difficile. Montpellier a la réputation d'être une équipe à réaction. Ça sera un arbitre français ou... Oui, voilà. Et là, il n'y aura pas le problème de l'arbitrage. Bon, allez, on ouvre une parenthèse de l'équipe de France. On va pas parler du tirage au sort qui a lieu cet après-midi. Vous savez que le Café des Sports donc est tourné le lundi, mais on va parler de ce problème Evra. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il va y avoir des règlements de compte? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Et est-ce que le joueur Patrice Evra a raison de traiter de clochard certains consultants? Jean-Michel, je te laisse faire, ce sujet m'énerve. Non, mais ouais, moi aussi ça m'énerve. Moi, si tu veux, j'ai envie de résumer, si vous permettez, les gars, je vais citer Michel Audiard qui a dit un jour, les cons, ça ose de tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Voilà, parce que ce mec-là, faire ce qu'il a fait. Alors après, sur le fond, c'est vrai que les consultants ne l'aident pas. Ce mec-là, qui fasse ça la veille du tirage au sort, qui fasse ça 3 semaines des 2 matchs les plus importants peut-être des Bleus depuis des années, qui fasse ça alors qu'il y a des sondages qui sont sortis la semaine dernière où 85% des gens n'aiment pas les Bleus, qui fasse ça alors qu'il n'a pas été mauvais contre la Finlande, il n'a pas été bon, il n'a pas été juste, il a juste pas été mauvais. Je trouve que ça fait beaucoup. Je veux dire, c'est un après, attends, si je finis. Après, il traite Courbis de tournevis, mais c'est des trucs de CME. Il traite Fernandez de Fernandez. Oh, c'est un CE2 comme faisait ça. Alors, à mon avis, il n'a pas le niveau plus loin que le CME1, donc il s'est arrêté à son niveau. Oui, non, mais bien sûr. Donc l'incident est clos. Vas-y. Non, mais on est là sur un discours de décérébré. Voilà. Et donc, mais pourquoi on en fait des caisses? Oui, c'est lui donner, c'est lui accorder beaucoup d'importance, non seulement peut-être aux consultants, et également à Patrice Evra. C'est des règlements de compte. On est sur des règlements de compte entre collégiens, et ça doit rester au niveau de collégiens. C'est même pas le collège. Pour moi, c'est l'école primaire. Bon, donc, alors, ça ne mériterait pas d'en faire tout ce pataquès. Eh bien, écoutez, nous, personnellement, on n'en parlera pas davantage de cette affaire, qui n'en est pas une d'ailleurs. Ça ne regarde que les footeux entre eux, car les consultants sont d'anciens footeux, et peut-être qu'à l'époque d'Evra, ils n'étaient pas plus peut-être intelligents que lui. Bon, mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. Voilà, le coup de cœur de JB, ça sera aux Giants de San Francisco. Non, merde, c'est vrai, on est en France. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on n'a pas parlé évidemment des filles du basket qui ont perdu. On n'a pas parlé de la victoire des handballeurs, mais on aurait tant de choses à dire. Allez, la semaine prochaine, on développera le handball et le basket plus largement. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine sur midilibre.fr et sur TV Sud. Salut les garçons et à la semaine prochaine. Bye. We put the party up.